يبيع يشري يكري ياكي وواري نادياك. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver encore une fois sur H24 dans Parole d'experts. Vous le savez, on essaie de décrypter l'actualité, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, et puis on donne aussi la parole aux entreprises qui font l'actualité dans un secteur dont on parle très souvent sur H24, c'est l'immobilier. On va parler du crédit immobilier. Est-ce que vous faites appel au crédit? Est-ce que c'est de plus en plus facile d'avoir accès au crédit ou non? Est-ce que ça coûte cher? De quelle manière aujourd'hui la digitalisation joue son rôle pour pouvoir accéder au crédit immobilier de manière beaucoup plus fluide? C'est de ça dont on parle dans Parole d'experts aujourd'hui. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir deux experts. À ma gauche, Sidris Bedona, qui est directeur général délégué en charge des technologies et des opérations à CIH Bank. Ça va? Ça va. Tout va bien? Merci, bonjour, merci. Merci d'être avec moi. Othman Zdebor, qui est COO. Alors, il y a beaucoup de sigles aujourd'hui, voilà, mais c'est Chief Operating Officer. C'est le patron, quoi. L'exécution. Ah oui, de l'opérationnel, quoi. C'est ça. La déclinaison de la stratégie en des petites briques opérationnelles. Et en parlant de briques, on va parler d'immobilier. C'est bien chez Yaki, qui est quoi? On vous a déjà reçu, mais enfin pas vous, mais des membres de Yaki. C'est quoi? C'est une plateforme immobilière, on va appeler ça comme ça? Marketplace transactionnelle immobilière. Marketplace transactionnelle immobilière. Ouais, on a vocation à accompagner les vendeurs et acheteurs dans tous leurs projets, du début jusqu'à la fin, et simplifier toute l'expérience client de A à Z. Et l'expérience acheteur passe par une expérience souvent de financement immobilier. Alors justement, c'est de ça. Alors j'ai les deux personnes idoines pour en parler. Cette plateforme, un banquier. Enfin, un banquier aussi qui est orienté très technologie, tech, parce que ça aussi c'est important. Avant qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'on va parler de parcours client, de la manière avec laquelle tout cela a changé dans votre accès, vous qui nous regardez au crédit immobilier, à la banque, à l'immobilier, tout ça est beaucoup plus facile, parce que si on revenait à l'ancienne, prenez un agent immobilier, un samsar, et après une fois qu'on l'avait, on allait à la banque avec son gros dossier comme ça. Ça pouvait prendre des mois et des mois. Maintenant, tout ça est raccourci, on va en parler. Mais avant ça, je veux juste parler foncièrement du crédit immobilier. Je suis allé fouiner quelques chiffres. On est à un encours de 311 milliards de dirhams, ça c'était à fin 2024. Ça augmente. Le nombre de crédits immobiliers on n'est pas dans une régression, c'est-à-dire que les banques donnent des crédits immobiliers. Oui. Pour vendre. Mais qui se transforme in fine. C'est-à-dire qu'un promoteur, quand il construit, il va se transformer in fine en crédit acquéreur qui sera un crédit au particulier. Donc le crédit marche bien, là l'immobilier marche bien au Maroc, donc il y a des croissances au niveau du secteur bancaire assez sympathiques, on va dire. Le crédit immobilier, il y a plusieurs composantes. Il y a, on va en parler, l'accès, comment on a accès au crédit. Il y a le coût. Alors, on a, je sais pas si, alors pour ceux qui nous regardent et qui ont peut-être moins de 20 ans, lorsque fin des années 90, un crédit immobilier, c'était combien d'intérêt? J'ai connu le pire. 17%. Fin des années 80. Fin des années 80, on était autour de 13-14%. 13-14%. Aujourd'hui, on est à 4 et 7 en fonction de... On est en moyenne à 4,84. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Après, il y a des choses hors taxes, bien sûr, puisqu'on est le seul pays au monde où il y a des intérêts sur le crédit. On le rappelle encore une fois, je le dis à chaque émission, parce que c'est quand même, on a quand même des exceptions marocaines qu'il faut dire. Alors les taux ont baissé par rapport à avant, bien sûr, ils sont plutôt stables. Aujourd'hui, on voit que ça augmente, on voit que les banques donnent des crédits immobiliers, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont... il y a des freins pour aller vers le crédit immobilier. Est-ce que vous le constatez, vous, pour aller se financer un bien alors déjà construit ou même en construction? En fait, le premier élément à prendre en compte, c'est le souhait de l'acheteur. Il a toujours envie d'accéder à des biens d'une valeur supérieure à ce qu'il peut se permettre. Donc, le crédit immobilier est un peu le facteur limitant dans ce projet. C'est quelle est la capacité d'endettement du client et qui va conditionner le prix d'acquisition de son bien. Et donc, pour
augmenter ses montants, il faut soit avoir un apport plus important, soit avoir des revenus plus importants. Et malheureusement, c'est des choses qui se préparent. Ce n'est pas au début d'un projet immobilier qu'on va changer sa capacité d'emprunt et du coup élargir. Et donc il y a cette frustration. Les banques aussi sont frileuses, parce qu'il y a des garde-fous réglementaires qui font que les clients ne peuvent pas dépasser des seuils réglementaires de 50% des revenus. Et donc du coup, tout cumulé. Hein. Tout cumulé. Pas les crédits conso et crédits IMO. Je voudrais juste peut-être préciser que le crédit est un acte réfléchi. Et quelqu'un qui doit prendre crédit doit bien réfléchir avant de prendre son crédit et être sûr de pouvoir le rembourser. Parce que quand la banque donne un crédit, elle prend un risque avec le client. Elle prend un risque sur la base d'éléments ou de paramètres qu'elle connaît à l'instant T où le client demande son crédit. Ces paramètres peuvent évoluer dans le temps. Soit, on a vu par exemple au niveau du Covid ce qu'on a eu comme effet de rééchelonnement où le pays entier a pris le sujet à bras-le-corps. Et donc la banque prend un risque et ce risque doit être mesuré. Donc la mesure du risque se fait, comme a dit Athmane, en fonction de l'apport personnel que peut se permettre le client, en fonction aussi de son ambition. Il y a des gens qui voient plus grand que leur capacité réelle. Et donc c'est là où un peu le conseil devrait intervenir. C'est d'abord de voir ma capacité d'endettement. Et en fonction de la capacité d'endettement, quels sont les biens auxquels j'aurai accès et choisir mes biens avant de revenir vers la banque pour pouvoir, à ce moment-là, transformer l'essai. Ça pose la question de l'offre aussi. On a bien vu le prix de l'immobilier. C'est cher, l'immobilier, au Maroc. Hein, enfin, je sais pas. C'est cher, même Casa ou même ailleurs. Si on fait le calcul vis-à-vis même de... Si on prenait juste le salaire moyen, on est déjà sur des rapports qui sont quasiment astronomiques. Après, il y a plusieurs variables, on ne va pas y rentrer en détail, mais c'est extrêmement cher. Donc finalement, lorsque les gens veulent acheter un logement, c'est quoi les freins, on va dire, financiers? Bon, il y a le crédit, bien sûr, mais si on n'a pas d'apport suffisant... un jeune ménage qui vient de commencer dans la vie active, 25-30 ans, j'ai pas trouvé les données là par contre sur l'âge d'accès, ce qu'on peut trouver dans d'autres marchés, l'âge moyen d'accès à la propriété au Maroc. On a une idée ou pas? Pas d'idée claire, mais généralement, ça devrait aux alentours de la trentaine que ça commence. Ouais. C'est là où, même d'un point de vue social, c'est déjà où les gens commencent à se poser. Les gens commencent à se poser et à dire, tiens, maintenant, ça serait bien d'avoir un toit pour pouvoir abriter ma petite famille. Sur la plateforme, c'est essentiellement vente ou vous occupez de la location aussi? Non, on s'occupe aussi de la mise en location et on accompagne aussi les clients à trouver des biens qui correspondent à leurs Et donc, est-ce qu'on voit une tendance, si c'est en ligne avec le fait que les gens vont aller chercher des crédits immobiliers pour acheter, est-ce qu'il y a une tendance à aller vers la location plus ou ça reste de la même manière En fait, je reviens à mon point de tout à l'heure, la location permet à certains clients d'obtenir des biens qu'ils ne peuvent pas forcément se permettre via un financement immobilier ou via une acquisition, typiquement des personnes qui veulent accéder à des villas au centre de Casablanca, même s'ils ont des revenus importants. L'accès via un financement immobilier est hors de prix. Par contre, à la location, il y a des discounts de moins 30, moins 40% par rapport au montant qu'ils auraient à payer par rapport à une traite. Donc il y a ce volet. Il y a des personnes aussi qui achètent pour de l'investissement immobilier, qui prennent des crédits immobiliers pour investir. Ça, c'est les studios. Et qui mettent en location. Il y a eu pas que. Entre autres. Mais il y a eu la grande mode des studios. Il y a la grande mode. Il y a toujours cet investissement de studio qui est un... On suppose que c'est aussi l'effet Coupe du Monde. Les gens cherchent à mettre du Airbnb ou des choses de ce type-là. Et après, avec l'annonce peut-être de nouvelles mesures fiscales sur Airbnb, peut-être que ça donnera d'autres. Non, mais c'est vrai que tout ça peut évoluer. Revenons au crédit. Oui, peut-être juste revenir à ta question par rapport aux frais et aux mauvaises surprises que peuvent avoir les acquéreurs. C'est identifier par exemple un bien à 1 million. Bon, très bien, il va avoir sa banque à 1 million. Et s'il n'a pas bien entrepris tout son projet, il n'a pas forcément en tête tous les frais associés à cet investissement. Les frais d'enregistrement, les frais de notaire, les frais d'assurance, parce que certains financements exigent un paiement de l'assurance upfront. Oui, c'est-à-dire tout le montant de l'assurance au début. Alors, on peut s'arrêter un moment pour décortiquer ça, parce que c'est intéressant pour tout le monde. On va parler du taux et on va parler de tout ce qui est afférent lorsqu'on prend un crédit. Vous prenez un crédit immobilier, donc vous allez payer des intérêts, qui sont souvent au début du crédit, c'est encore le cas, ou mixés, mais après c'est... Chaque mensualité permet de rembourser une partie du capital et une partie des intérêts. Exactement. Et avant, je sais qu'on remboursait que des intérêts, souvent pendant le début, mais après c'est important de demander le tableau d'amortissement, justement, pour qu'on vous explique. Il y a l'assurance, là on s'arrête dessus, l'assurance c'est soit par mois, soit
payable au début du crédit. Au début, Ouais. pour toute la durée du crédit. Donc du coup, c'est un décaissement et c'est de l'argent. Et c'est qui doit pas, être et c'est pas décaissé. rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Et donc du coup, il y a certaines banques aussi qui proposent d'intégrer Ouais, dans la cette traite. assurance Dans la dans la traite. traite. C'est un taux. Oui. Il y a Oui, certaines c'est un banques taux. C'est un qui complément. proposent de rajouter le montant de l'assurance globale au montant crédit. du bien et faire un financement global de tout ce montant. Et c'est pour ça que c'est super important de comparer ce qui est comparable. Ouais. Comparer une mensualité qui n'intègre pas l'assurance avec une mensualité qui intègre l'assurance, ça peut donner des écarts qui surprises. donnent de mauvais éléments de prise de décision à l'acheteur, qui ne prend pas une décision éclairée. Et c'est pour ça que nous, on est là pour essayer d'apporter un peu C'est un cette peu logique. lumière qui... C'est le rôle aussi du conseiller bancaire, c'est-à-dire quand on vient, la personne qui veut accéder à son logement va voir son conseiller bancaire, c'est le rôle du conseiller de lui expliquer quels sont les tenants et les aboutissants du crédit, quelle est la part qu'il devrait ramener, quels sont les C'est financements. super important. Ouais. Mais il faut aussi venir avec les informations déjà un peu Bien sûr. voilà, qu'on est pré-mâché voilà, et de pré-mâché la pour qu'on rate pédagogie rien. et pour expliquer toutes ces informations et prendre des décisions éclairées et pas dans la précipitation. Le taux fixe, Taux taux variable. variable, toujours la même question depuis tout le temps. On revient dessus. Taux fixe, taux variable, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Au Maroc, le gros, c'est du Le taux fixe. c'est Ouais. plus de Mais 99%. le variable Ouais. n'est pas un produit qui fonctionne très bien au Maroc. Il y a eu des banques qui ont essayé d'innover en mettant des caps, des floors, en me disant c'est variable jusqu'à Ouais. une certaine limite. Oui, ok. Ça, une certaine population, on va dire, plutôt premium, choisit de façon éclairée des taux variables pour avoir des tickets et des mensualités plus faibles. Exactement, mais Mais ça reste marginal. l'emprunteur, quand il te dit je vais payer combien par mois, si tu lui dis tu vas payer X sur un taux, et dans une année, on ne sait pas, ça peut monter comme ça baisser, les gens préfèrent dire non, je préfère avoir un montant fixe. Ah bah oui. Ouais, C'est culturel. C'est culturel, c'est-à-dire que le Ou culturel. alors, il faut être très averti. Et même les gens avertis, dès que le taux commence à chauffer un peu, Ouais. ils reviennent pour repasser Ouais. en taux fixe. Donc aujourd'hui, on va dire c'est du 99, Oui, des voilà. poussières Donc, que c'est du c'est taux fixe. epsilon, les gens qui Exactement. ont un taux Sur le court terme, ça a du sens, mais sur le long terme, il vaut mieux rester sur du taux fixe, comme ça on sait à quelle sauce on va être mangé jusqu'au bout. Court terme en crédit immobilier, c'est quoi? 7 ans, 6 7 ans. ans. Ouais. 7 ans. Mais c'est rare, c'est des gens qui prennent du court terme sur le. Ah, les entreprises. Ouais. Mais bon, après, Mais c'est les entreprises sont autre chose, systématiquement en taux variable. systématiquement en taux variable. Alors, là, on en a parlé tout à l'heure, alors, on a parlé du crédit, des taux, de à quoi faire attention. Je le disais au début, avant, c'était quand même assez... c'était comme demander un visa d'avoir un crédit. Non, mais c'est vrai, quoi. Tout le dossier, et puis on revenait après que la JIB Hedi, légalisé Hedi, trucs, etc. Ouais, je me rappelle, c'était mon premier. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment, on va dire, facilité, fluidifié, enlever tous les points de friction qui étaient inutiles dans un crédit immobilier pour, permettre à la banque de prendre sa décision rapidement, donc de scorer le client, et puis après de pouvoir concrétiser. Comment on est aujourd'hui, dans quel process? Je vais parler un peu du cas de CIH Bank qui, comme vous le savez, qui innove assez Beaucoup dans le digital. dans le Ouais, digital ouais, et tout ouais. ça. Et nous, dans notre approche, on a essayé, on va dire, de hacker le modèle du crédit immobilier. Comme tu disais tout à l'heure, je veux un crédit, je vais voir mon commercial en agence, il me fait sa simulation, il me donne ça sur un bout de papier, et il te dit ramène-moi ces documents, il revient. Exact. Le commercial, eh bien, il est pris par autre chose, il a complètement oublié, il ne va jamais te rappeler, Oui. et il ne faut pas lui en vouloir parce que lui, il a plein de choses à faire. Donc une fois qu'il a fait, donc tu prends ces documents-là, tu reviens voir le gars en agence, si tu lui donnes le dossier, ben, il va l'analyser, il va le transmettre en fonction d'un circuit de décision à des gens qui ont des pouvoirs de décision. Et ça prend du temps avec des déplacements de dossiers et des choses. Là où on a essayé de hacker le modèle, c'est de centraliser tout ça au niveau d'une plateforme. Donc c'est pas du 100% digital, c'est un mixte entre le digital si on veut. Entre le moment où je fais ma simulation en agence aujourd'hui, c'est un lead capté. Ok. Et donc la plateforme prend le relais. Elle rappelle le client pour lui dire vous avez fait une simulation en agence, est-ce que vous êtes intéressé, vous n'êtes pas intéressé, voici les documents apportés, vous les envoyez par mail, par messagerie instantanée, Et donc il y a un échange qui s'établit avec la plateforme et qui va accompagner le client jusqu'à compléter son dossier. Et une prise de décision se fait dans la plateforme, dans des délais qui sont inférieurs à la journée. Ok. Donc au moment où je fais il y a un accord de principe qui se fait au moment. Ouais. Non, alors, qu'est-ce qui est automatisé? C'est ça qui on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a tout ça dans la plateforme? Il y a
parce qu'on on le sait, les banques font un scoring, Ouais. voilà. Puis avant, ça se faisait dans un fichier Excel, et puis on avait un score en fonction des différents critères. Là maintenant, avec l'IA, ça peut se faire en un dixième de seconde en ayant un ensemble de données réelles vérifiées, et pas seulement sur le déclaratif. Exactement. Est-ce que ça... C'est quelque chose qui est en cours de mise en Ah ouais, œuvre. Ça fait partie. Alors l'approche qui a été faite, c'est-à-dire d'abord de centraliser les pratiques, qu'on soit traité de la même manière dans n'importe quelle agence. Parce Ouais. qu'une fois que Oui. donc, le fait de centraliser va uniformiser les pratiques. On peut aller dans une agence nous demander un document, on va dans une autre agence, on ne nous le demandera Ok. pas. Parce qu'après, c'est D'accord. des interprétations qui se font. Donc le fait de centraliser les pratiques permet d'avoir un interlocuteur unique et qui va m'accompagner jusqu'au déblocage de mon crédit. Parfois, je vais plus loin, si j'ai une visite médicale à faire ou si j'ai un rendez-vous chez le notaire, qui va m'aider à aller plus loin dans cette approche-là. Donc aujourd'hui, c'est de mettre en place ce process. Une fois qu'on l'a mis en place, on est en train de travailler sur les poches d'optimisation. Et ce que vous dites là, l'industrialisation de la décision est quelque chose qui est la poche d'optimisation la plus prioritaire sur laquelle on est en train de travailler. Et sécurisé, bien sûr. Et sécurisé. Donc, Et qui répond à la conformité au sein de la banque. Parce que ça, c'est exactement. extrêmement important. Donc l'idée, ça serait d'aller, comme vous dites, l'IA peut analyser les documents qu'on a remis et dire, voilà, au moins déjà, c'est les bons documents, il manque tel document, il manque pas tel document, et donc ça permet déjà à l'analyse de dossier d'aller plus vite. La deuxième étape, c'est de mettre en place du scoring, comme vous dites, à travers l'IA et à travers l'analyse statistique des données, qui permettrait d'avoir une couleur rouge, orange, vert, et que à vert, ça passe systématiquement, on est sur des délais de, je sais pas, d'une journée pour pouvoir prendre une décision. Alors, vous êtes venus tous les deux parce que, voilà, vous avez mis en place quoi? On va appeler ça comment? Un partenariat. Voilà, en bonne intelligence. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour, on va dire que tout ce process au niveau de la banque, au niveau de la recherche du bien, puisse optimiser au mieux tout le parcours. À partir du moment où je dis, ah tiens, on a envie d'acheter une maison, et hop, tac, au moment où on va passer chez le notaire parce qu'on aura eu le crédit. Donc c'est un partenariat profond où effectivement on va se compléter de façon la plus pertinente possible. Donc avec CIH Bank, on a introduit en gros tout notre catalogue de biens qui est sous mandat est disponible pour tous les clients de CIH Bank. Donc un client va commencer ses recherches déjà en autonomie. Au sein de l'application. Au sein de l'application. Okay. Et dès qu'il va manifester un premier intérêt, on va prendre le relais, donc avec son consentement bien entendu, pour l'accompagner dans ses recherches. Et une fois qu'on va arriver à la partie financement, comme on a une relation de partenariat profond, on est en mesure d'accompagner le client. Et peut-être un élément dont tu n'as pas parlé, Driss, c'est le côté angoissant et anxiogène de la demande de financement immobilier. Le point de départ, tu as parlé, ça démarre souvent chez le notaire, qui est déjà un acte stressant pour le client qui achète. Il est angoissé. Si on revient de la psychologie de base, on va être jugé, on va être évalué. Donc il y a tout on est côté content. égo qui disent « oulala ». On est extrêmement content et on se dirige vers une expérience, et tu as parlé de l'expérience, de ton expérience il y a 20 ans. C'est encore le cas dans une bonne partie des agences bancaires. On se pointe, bonjour, j'ai besoin d'un financement immobilier. Ok, très bien, ramène-moi cette liste de documents. Un peu comme si je demandais un passeport ou si je demandais un visa. C'est une démarche purement administrative. Et donc du coup, ça on a cassé déjà une première étape, c'est casser cette barrière, c'est pouvoir interagir à distance sans avoir recours à ce déplacement. Donner de la visibilité sur l'ensemble des étapes et éviter les mauvaises surprises. Au milieu, au final, rajoute-moi ce document, déplace-toi, il manque ceci. Le comité de décision de la banque a jugé qu'il fallait augmenter ton apport personnel. De mauvaise surprise en mauvaise surprise, ça, on est en mesure d'éliminer tous ces points de douleur à nos clients. Et donc oui, par rapport au point de la digitalisation totale à 100%, on n'y est pas encore. Mais on comble et on permet de délivrer une expérience qualitative via cette relation qui permet un peu de pallier et compléter les moments de friction qui sont encore pénibles, où le client doit aller récupérer son contrat, aller le légaliser à la muqata'a, qui doit aller déposer quand même les originaux à un moment donné de ces documents, même si toute l'étude s'est faite de façon dématérialisée à distance. Donc on pallie à ça en donnant de la visibilité. Et le fait de donner de la visibilité au client, ça lui permet un peu de se détendre, d'être rassuré, d'être pris en main et pouvoir prendre sa décision de façon éclairée. Quelles sont les avancées, on va dire, juridiques en matière de digitalisation qui vous ont permis aussi d'aller un peu plus vite? Je m'explique. On a la dématérialisation, on attend la signature électronique, etc., ce genre de choses.
Quels sont les... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui, d'un point de vue réglementaire, devaient être encore papier, quoi. Papier à l'ancienne, à l'ancienne. Est-ce qu'on a un certain nombre de process qui ne nécessitent plus d'être papier? Je vais dire que le côté juridique n'est pas un frein. Okay. N'est pas un frein. Si on veut aller vers le process 100% dématérialisé, il y a sûrement des choses à faire sur la signature électronique. Oui. Mais aujourd'hui, ça viendra. Ça viendra. Mais aujourd'hui, on essaie de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de moins simplifier le parcours et de trouver les poches d'optimisation dans le futur. Donc, en le simplifiant aujourd'hui, ça permet déjà, comme a dit Athmane, d'enlever l'angoisse du client. Il est pris en charge avec un conseiller qui le prend en charge jusqu'au déblocage. Donc, la remise de ses clés. La remise de ses clés. Et donc, idéalement, le client ne se déplace à l'agence que 2 ou 3 fois maximum. La première fois, c'est pour faire sa simulation. La deuxième fois, c'est pour récupérer son offre de crédit officielle, parce qu'il y a un délai de rétractation légale. C'est la loi. La loi. De protection du consommateur. Donc, il prend son offre de crédit et il a une semaine, je pense, pour pouvoir la signer et nous la remettre. Donc, dans ce délai-là, ça nous permet d'avancer. Et la troisième fois, c'est pour venir récupérer ses contrats. Donc, ça, c'est en transposant une expérience physique. Après, bien entendu, l'expérience peut démarrer. Voilà, c'est ça. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on aura simplifié tout ça, si on doit introduire la signature électronique et le client pourra signer ses contrats électroniquement, c'est des choses qui pourront venir par la suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la loi se modifie pour améliorer le process. On améliore le process et à ce moment-là... C'est l'œuf et la poule. Voilà, je préfère, c'est un peu notre philosophie au CIH, c'est d'améliorer le process avec la loi que nous avons aujourd'hui et on attend les nouvelles dispositions de la loi pour pouvoir améliorer encore plus le process. Parce que là, on parle du process, on va dire standard, les cas simples, etc. Mais il y a plein de mauvaises surprises. En fonction des montants, il y a une visite médicale, il faut aller prendre un rendez-vous chez le médecin. Il y a des biens expertisés. Est-ce que la valeur... Oui, ça c'est... On va dire quand tout est clean, nickel et tout va bien. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir après un certain nombre de choses sur un bien en particulier. Mais c'est le rôle d'avoir mis ça dans une plateforme, c'est que toutes les pratiques sont les mêmes. Quand on parle d'expertiser, quand on achète du neuf, il n'y a pas besoin d'expertiser le bien, c'est le prix de vente, c'est le prix du marché. Mais quand on achète de l'ancien... Parfois il y a du neuf. Mais bon. Bon, bref. Quand on achète de l'ancien, on est obligé de faire expertiser. Donc le client doit aller chercher l'expert. L'idée de pouvoir être plateforme, même le rendez-vous avec l'expert est pris avec la plateforme. Tout ça se fait à distance et le client est vraiment pris en main. Et on donne de la visibilité dès le début. 2 dernières questions. Première, on est en été là, on enregistre cette émission, on est début juillet. C'est la période où il y a les Marocains qui résident à l'étranger qui se disent ah bah tiens, ça serait peut-être bien de venir acheter un logement au Maroc. C'est la haute saison, je pense. Je ne sais pas, est-ce que ça l'est toujours au niveau de la banque ou pas. Est-ce que ça rentre dans ça permet de fluidifier. Vous avez rendu compte qu'il y a peut-être des MRE qui ont déjà depuis un moment entamé la démarche, ou alors ils attendent d'être sur place pour le faire. Déjà, la particularité du MRE est en train de changer. Ils sont plus dans les logements secondaires, dans des cités balnéaires. Oui, c'est plus les mêmes générations. Là. On a fait un saut de génération. Et donc, ce qu'on se voit, c'est beaucoup plus du Martil, Tétouan, Marrakech et tout ça, où il y a encore du MRE qui cherche des biens. Et là, effectivement, l'objet de notre plateforme, c'est de pouvoir tout faire à distance et quand il sera au Maroc, de tout réduire en 3-4 jours. C'est ça un peu l'objectif de la plateforme. Mais derrière, aujourd'hui, ce qu'on a en termes de statistiques, je ne pense pas qu'on en ait beaucoup. En tout cas, nous, sur l'accompagnement des projets d'achat des clients marocains du monde, qui sont habitués à des standards, à des pratiques dans leur pays de résidence, ils ont des conseillers immobiliers, ils sont habitués à de l'estimation de biens, ils sont habitués à des process d'accès au crédit qui sont dématérialisés, fluides, il y a un enjeu de confiance. Et donc le fait d'apporter cette confiance, même à distance, des Marocains du monde s'enquièrent et démarrent leur projet avant de venir, se déplacent, ils ont besoin de cette réassurance et sont agréablement surpris sur ces volets de ce type d'accompagnement qui répond à des standards auxquels ils sont habitués. Là où ils habitent. Alors on a été ensemble au salon SMAP à Paris. Et il y a eu un engouement, parce que c'est un salon où il y a les promoteurs, et aujourd'hui il y a la plateforme et la banque qui étaient présents, et ça permet d'avoir ce triptyque qui permet de raccourcir le délai. Et aujourd'hui on a récolté Est-ce que ça a rétabli la confiance ? Parce qu'on se rappelle du SMAP avec les grands scandales immobiliers qui n'avaient été pas livrés. Je ne vais pas les citer encore une fois, mais je pense que vous les avez tous vécus. Ça avait fait beaucoup de mal. Exactement. Est-ce que là, la confiance, vous avez senti qu'elle était un peu rétablie ou pas ?
c'est toujours le cas. Il y a toujours cette appréhension et toujours privilégier des produits qui sont finis, livrables. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les tickets sont peut-être un peu plus bas. Et l'apport, ils ont conscience, par contre, la typologie marocain du monde, ils ont conscience qu'ils ont besoin d'avoir un apport important. Et le crédit immobilier ne va compléter qu'une partie de l'acquisition. Donc c'est un peu différent, mais il y a effectivement toujours cette appréhension du promoteur à qui ils vont donner des avances et qui va disparaître du jour au lendemain. Et c'est à nous, collectivement, d'apporter de la confiance sur ça en apportant des standards. Et puis, bon, pour finir aussi, il faut rajouter que depuis, il y a eu la digitalisation au niveau du notariat. Ça, c'est quand même assez important. Je pense qu'il n'y a que les gens qui passent chez le notaire qui se rendent compte qu'aussi il y a un système digital. Bah ouais, mais chez le notaire. C'est important. Oui, et puis important. Aussi au niveau de la NCFCC qui a fait un travail monumental depuis un certain nombre d'années. Parce qu'avant, pour trouver un titre, vous aviez, des fois, vous pouviez le perdre et le trouver. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Et je pense qu'on est sur le plan international, on est extrêmement bien classé, même devant certains pays européens pour récupérer des titres. Donc tout ça avance. Dernière question, et après je vous laisse tranquille. À quoi il faut faire attention? Si vous deviez donner un conseil, on va pas parler de CIH, mais avant de signer son contrat de prêt, de s'engager, souvent sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Le maximum aujourd'hui, c'est quoi? 25. On n'est pas passé. Jusqu'à 30. On n'est pas encore passé au crédit générationnel comme au Japon ou mais au transmettre. Les limites ne sont pas des limites de durée, c'est surtout des limites liées à l'âge et à l'assurance. À quoi faire attention? Moi, je dirais, faites-vous accompagner par des experts. Parce qu'en fait, le Marocain a tendance d'aller consulter directement sa banque principale. Donc, sa banque, elle va lui faire une offre. Et souvent, peut-être un cas sur deux, voire plus, il ne va pas aller consulter d'autres banques. Alors que on va dire que le client qui sollicite un financement immobilier, c'est un client qui est précieux, qui va s'engager sur une durée. Et toutes les banques sont prêtes à faire des efforts. Dans cette démarche commerciale des banques, le fait de solliciter un expert qui va accompagner, il va pouvoir aider le client à choisir la bonne offre avec les bons critères, avec les bons partenaires pour avoir une expérience rapide, fluide et comparer des comparables. Ne pas comparer des mensualités qui englobent l'assurance avec des mensualités qui n'englobent pas ça. Ne pas se laisser berner par une proposition qui est présentée comme étant la plus attrayante possible. Et que cette expérience se déroule de la meilleure des manières. Donc mon conseil, c'est un moment important dans la vie, dans un projet de vie. Profitez-en pour prendre le temps et consulter avec des gens dont c'est le métier et qui ont cette expertise. Mon conseil pour les gens qui voudraient prendre un crédit, comme a dit Athmane, aller voir plusieurs banques, oui, mais ne pas se limiter à la comparaison du taux. Le taux peut être plus bas chez quelqu'un, mais quand tu prends le coût du crédit global, quand tu inclus l'assurance, quand tu inclus les frais, ça peut paraître différent. Donc déjà, premièrement, c'est des comparaisons de coûts et non pas des comparaisons de taux. Et le deuxième point, c'est de choisir le bon notaire et surtout le bon promoteur immobilier pour éviter, parce qu'il y a eu énormément de... Ça c'est une chaîne. Et puis il y a beaucoup de tiers de confiance finalement qui font à qui vous livrez finalement votre confiance et vous n'avez pas le choix. Et donc il faut bien les choisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette discussion sur le crédit immobilier. Et puis nous, on se retrouve très vite sur H24 pour un autre Parole d'expert. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et puis vous pouvez retrouver cette émission en audio, en podcast si vous préférez les paroles à l'image, sur toutes les bonnes plateformes comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite. Bye bye.